Bienvenue à notre webinaire. Alors, ce webinaire va se composer en deux parties. Donc, une première partie pour présenter tous les droits et les démarches à réaliser tout au long de la grossesse. Et une seconde partie que ma collègue Isabelle va présenter et qui sera plus dédiée sur les conseils en santé. Alors, pour le thème des démarches à réaliser de la grossesse à l'arrivée de l'enfant. Donc, principalement, toutes ces informations relatives à la grossesse peuvent être trouvées sur le compte Amélie, pendant et après la grossesse. Donc, le compte Amélie était vraiment un essentiel. C'est une application gratuite qui contient toutes les informations et pas mal de fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à créer le vôtre dès maintenant. Ce compte Amélie est également utile pour pouvoir demander un rendez-vous téléphonique. Vous avez une rubrique agenda qui vous permet de fixer vous-même un rendez-vous téléphonique. Donc, le compte Amélie vous permet de consulter vos remboursements, de télécharger une attestation, mettre à jour vos informations personnelles, mais également commander votre carte vitale. Et dans votre compte Amélie, il y a également un espace prévention personnalisé sur lequel vous pouvez consulter votre calendrier maternité. Et il y a également des conseils en santé et des informations sur vos démarches. Donc, à savoir que le compte Amélie est disponible aussi bien sur ordinateur, PC, que sur tablette et smartphone. Il existe d'ailleurs une application mobile Amélie. L'ergonomie est un peu plus adaptée pour les téléphones portables. Donc, n'hésitez pas à créer le vôtre. C'est vraiment un indispensable très utile et très pratique qui peut faire économiser du temps et éviter des déplacements. Alors, pour utiliser ce compte Amélie, l'assurance maladie de l'Isère a également mis en place une application qui s'appelle Pastel. Cette application est sous forme de pas à pas. C'est un tutoriel qui vous aide à utiliser le compte Amélie, qui vous indique comment faire pour telle ou telle demande. Donc, n'hésitez pas à noter. Vous voyez à l'écran, donc c'est Pastel. Pour le trouver, donc vous pouvez en recherche Google tout simplement noter Pastel, CPAM Isère, et ça vous dirige automatiquement vers cette application. Alors, on parle également de l'espace santé, donc vous avez sans doute entendu parler, il y a eu pas mal de publicité à ce sujet à la télévision. Donc, mon espace santé, c'est votre carnet de santé numérique qui est gratuit, individuel et sécurisé. Alors, le but est de stocker vos documents et vos données de santé en toute confidentialité. Voilà, et éviter d'avoir à transporter vos documents papier. Cet espace contient vraiment tout votre historique de soins. L'espace santé est disponible aussi bien sur ordinateur que sur tablette et smartphone. Voilà, donc n'hésitez pas à l'activer. Principalement, ce sont les professionnels de santé qui l'utilisent et qui enregistrent au fur et à mesure vos soins. Mais vous pouvez également l'activer afin de pouvoir le consulter, le visualiser et, si besoin, rajouter certaines informations, comme des comptes rendus d'examen ou autres. Alors, on va parler donc des soins, tous les soins à réaliser au cours de la grossesse. Donc, à savoir que l'assurance maladie, avant le 6e mois de grossesse, ne prend en charge à 100% que les examens obligatoires. Tous les autres frais médicaux sont remboursés au tarif habituel. Alors, à savoir que les échographies, donc les 2 premières réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse, sont prises en charge à 70% par l'assurance maladie, le complément étant fait par la mutuelle. Le bilan prénatal de prévention est également pris en charge à 70%. Alors, à partir du 6e mois de grossesse, intervient une prise en charge à 100%. Ce 100% reste actif du premier jour du 6e mois et ce jusqu'au 12e jour après accouchement. Et donc à ce moment-là, bien tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, quels qu'ils soient en lien ou non avec la maternité. Ce 100% peut donner droit au tiers payant. Le tiers payant, c'est donc la non-avance des frais. Mais à savoir qu'il fonctionne dans la limite des tarifs de base de l'assurance maladie. Si vous consultez ou si vous avez des soins avec un professionnel qui applique des dépassements d'honoraires, l'assurance maladie ne prend pas en charge ces dépassements d'honoraires, mais parfois donc la mutuelle peut les prendre en charge.
Voilà. Et dans le cas du tiers payant, eh bien, l'assurance maladie rembourse directement le professionnel de santé. S'il y a dépassement, vous ne payez que le dépassement. Donc voilà pour la prise en charge. Alors surtout, donc ne pas oublier de mettre à jour sa carte vitale dès lors que l'on vous confirme que la grossesse est bien enregistrée sur votre dossier. Puisque dès ce moment-là, le 100% est activé sur votre dossier, il faut qu'il soit mis en place sur votre carte vitale également, hein. Donc bien penser à la mettre à jour. Alors, on parlait tout à l'heure du calendrier de grossesse mois après mois. Donc, en voici le reflet, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, c'est sous cette forme que vous pouvez voir donc les conseils, hein, pour les examens à réaliser tout au long de votre grossesse. Donc, les examens prénataux, hein, qui sont donc à réaliser avant la fin du troisième mois, au quatrième mois, au cinquième mois. Et tous les examens aussi, hein, pour la suite, à partir du sixième mois, tous vos examens prénataux, les séances de préparation à la naissance, à la parentalité, hein. Je ne vais pas détailler, hein, donc chacun peut disposer de son petit calendrier personnalisé. Mais en résumé, donc il y a des analyses biologiques à réaliser chaque mois, 3 échographies conseillées, un bilan prénatal de prévention, et à partir du quatrième mois, eh bien, il y a 7 examens prénataux obligatoires, un entretien prénatal précoce et 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, hein. Donc, pour retrouver mois après mois vos rendez-vous, activez bien votre espace prévention, hein, donc dans la rubrique J'attends un enfant, dans l'espace prévention de votre compte Amélie. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Alors, je vais vous parler à présent de la sage-femme référente, hein. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place récemment. Il est désormais possible de déclarer une sage-femme référente. Alors, le but, c'est d'avoir une seule et même personne qui vous suit tout au long de la grossesse. Donc, le rôle de la sage-femme est de vous accompagner, hein. Elle peut réaliser la majorité des rendez-vous de suivi médical ou en tout cas vérifier qu'ils soient bien réalisés. Son rôle est également de prévenir, de vous conseiller, de prévenir sur les risques, hein, de donner des conseils sur l'alimentation, l'hygiène de vie, sensibiliser sur les comportements, vous informer sur la vaccination, sur l'examen bucco-dentaire. Son rôle est également de vous guider, hein. Elle est là aussi pour vous orienter si besoin dans votre parcours de soins. Elle est en lien avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé en cas de difficulté pour des rendez-vous qu'elle ne réaliserait pas elle-même. Et elle peut programmer donc les suivis à domicile, hein, programmation du suivi à domicile après accouchement pour les visites postnatales. Et si besoin, elle peut également vous adresser vers un thérapeute en cas de souffrance psychique ou de difficulté. Alors, pourquoi déclarer une sage-femme référente? Eh bien, c'est vraiment pour avoir une interlocutrice privilégiée tout au long de la grossesse, pour votre parcours de soins, et être sûr qu'il y ait un bon suivi, hein, de votre santé et également celle de votre enfant jusqu'à la 14e semaine après la naissance. Donc, pour faire cette déclaration, donc c'est un peu comme le choix médecin traitant, c'est sur la base d'un formulaire, déclaration de choix sage-femme référente, que vous remplissez conjointement avec la sage-femme choisie. Et une fois le formulaire rempli, signé, donc il faut l'adresser à nos services pour que l'enregistrement puisse se faire. Voilà, donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à scanner le petit QR code qui figure en bas de votre écran. Voilà, qui peut vous donner plus d'informations sur ce dispositif sage-femme référente. Donc, à savoir que le rôle des sages-femmes s'est bien étendu, hein, ces dernières années. On n'y pense pas forcément, mais la sage-femme peut également accompagner avant la conception, lors de l'entretien préconceptionnel ou en cas de fausse couche. Et elle peut assurer donc des suivis, un peu comme les gynécologues, hein. Tout le suivi gynécologique peut être fait par une sage-femme désormais, hein, dès les premiers besoins, hein, les premières règles, et ce jusqu'à la ménopause. Donc on n'y pense pas toujours, hein, mais aujourd'hui, avec le manque de professionnels de santé, les difficultés à trouver des rendez-vous, sachez que la sage-femme peut remplir cette mission. Alors, quand la grossesse est un moment particulier, hein, donc il est conseillé en tout cas de prendre soin de sa santé pendant ce moment important.
Donc, surveiller son alimentation, bien manger 2 fois mieux, c'est pas forcément manger 2 fois plus, adopter une alimentation équilibrée et prendre surtout des précautions pour éviter les risques infectieux alimentaires tels que la toxoplasmose, la listériose, la salmonellose. Et donc, ben, il est conseillé également de prendre soin de soi. Hein, être enceinte, c'est pas forcément être malade, donc on peut conserver une activité physique. Et il est conseillé de prendre soin de ses dents et de faire le point sur la vaccination. Donc, à savoir qu'à l'assurance maladie, il existe 3 dispositifs de prévention. Hein, vous recevez donc des invitations hein, par rapport à ces examens que vous pouvez réaliser gratuitement, notamment l'examen bucco-dentaire qui permet d'avoir une visite avec un dentiste, une visite gratuite permettant d'évaluer si des besoins de soins s'avèrent nécessaires. La grossesse peut entraîner certaines carences quelquefois, donc ne pas hésiter hein, à faire un bon suivi bucco-dentaire. On vous parle également de la grippe saisonnière. Là, on va arriver dans la saison hivernale. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé, hein, qui est le mieux à même de vous guider, hein, à savoir s'il est conseillé de vous faire vacciner donc contre la grippe saisonnière, mais également la Covid-19. On va parler à présent du congé de maternité. Alors, la durée du congé dépend de votre situation familiale, mais également de la grossesse. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour une première grossesse ou si vous avez moins de 2 enfants à charge hein, au moment de la grossesse, le droit est de 16 semaines. Donc 6 semaines en prénatal et 10 semaines postnatal. Sachant que si vous êtes en pleine forme, que vous souhaitez prolonger votre activité professionnelle, hein, ne pas prendre le congé maternité tout de suite, il est tout à fait possible de demander un report de congé prénatal sur le congé postnatal, mais ce dans la limite de 3 semaines. Alors pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un certificat médical hein, du médecin qui indique qu'il n'y a aucune contre-indication à la poursuite d'activité et dans la limite de 3 semaines. Et à ce moment-là, décaler une période prénatale sur le postnatal. Donc l'idéal est de nous prévenir hein, un peu avant le début de votre congé pour qu'on puisse modifier les dates, sachant que la durée totale ne change pas. Hein. Vous avez toujours ce droit à 16 semaines. Alors, en cas de grossesse d'un troisième enfant, hein, ou si vous avez déjà 2 enfants à charge ou déjà mis au monde, là, le droit est de 26 semaines. Il est également possible de prendre votre congé un peu plus tôt, hein, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de transférer dans la limite de 2 semaines la période postnatale sur le prénatal, hein, c'est-à-dire prendre votre congé un petit peu plus tôt, mais à ce moment-là, bah, la durée ne change pas. Hein, donc ça veut dire qu'il se terminera un peu plus tôt également. Si vous attendez des jumeaux, hein, dans le cas de grossesse gémellaire, le droit est de 34 semaines. Et s'il s'agit de triplé ou plus, eh bien, le droit est de 46 semaines. Donc, ce calendrier de maternité, ben, vous pouvez, dès lors qu'on vous confirme hein, la grossesse est enregistrée sur votre dossier, que vous avez connaissance de votre date présumée de grossesse, eh bien, vous pouvez avoir connaissance de vos dates de congé de maternité hein, sur ce fameux calendrier de maternité. Alors en général, lorsqu'on vous envoie la confirmation que l'on a bien reçu et enregistré votre maternité, le petit courrier qui vous est adressé contient le lien hein, qui vous permet de retrouver votre calendrier de maternité. Alors concernant les indemnités, hein, les indemnités qui sont versées pendant le congé de maternité, donc le montant de ces indemnités est calculé sur la base des salaires nets précédant l'interruption de travail, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc le montant varie d'une assurée à une autre. C'est vraiment un calcul individuel. Une fois le calcul établi, donc là on parle du salariat, les indemnités sont versées tous les 14 jours. Hein. Et alors, il est conseillé d'éditer, vous pouvez le faire via le compte Amélie, le relevé des indemnités. Il est conseillé de conserver ces relevés sans limite de durée, un peu comme vos bulletins de salaire. Hein. Ce sont des salaires de remplacement, donc il faut bien conserver ces versements, ces relevés.
Donc, à savoir que les indemnités journalières servies sont soumises à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu. C'est donc les services de la Caisse d'assurance maladie qui transmettent directement les montants au centre des impôts et qui adressent une attestation fiscale. À savoir également que pour percevoir des indemnités de congé de maternité, il faut s'engager à s'arrêter au moins 8 semaines minimum, hein, de façon ininterrompue. Donc ça, c'est dans le cas où vous choisissez de réduire votre congé. Il est quand même nécessaire de s'arrêter 8 semaines minimum pour pouvoir percevoir des indemnités. Alors, le site amélie.fr permet également de faire une simulation, hein. Il y a un simulateur d'indemnité disponible qui vous permet de savoir un peu avant combien vous allez percevoir, hein, pendant cette période de congé maternité. Donc là, c'est vraiment le cas général. Donc, pour plus de précision ou pour les cas particuliers, n'hésitez pas, hein, à demander un rendez-vous individuel directement via votre compte Amélie ou alors en nous contactant au 36 46. On va parler à présent des conditions, hein, pour pouvoir percevoir des indemnités journalières. Donc, pour les personnes qui sont salariées, la condition est d'être assuré à la CPAM depuis au moins 6 mois et d'avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois précédant la grossesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le montant est calculé sur les 3 derniers mois, hein, travaillés qui précèdent le congé maternité. Et dans ce cas, il n'y a aucune démarche à réaliser. C'est l'employeur qui transmet l'attestation de salaire à l'organisme CPAM dès lors que le congé commence. Alors, il y a certains cas, dans certaines situations, les employeurs peuvent maintenir le salaire. On parle alors de subrogation, hein, c'est-à-dire que pendant le congé, vous percevez votre salaire comme d'habitude. Les indemnités sont alors versées à l'employeur. Alors, dans la situation de recherche d'emploi, hein, il y a également des conditions à remplir. Donc, il faut percevoir une allocation chômage de France Travail ou alors en avoir perçu au cours des 2 derniers mois ou avoir cessé votre activité salariée depuis moins de 12 mois. Alors, dans ce cas, le calcul des indemnités se fait sur les 3 derniers mois travaillés, hein, donc les 3 derniers mois qui précèdent la date d'effet de rupture de contrat de travail. Alors, dans les situations, pour les personnes qui sont en contrat intérim, hein, qui font des missions d'intérim, dans ce cas-là, on se réfère aux 12 derniers mois travaillés. Voilà la différence. Et dans cette situation, bien, il est nécessaire de transmettre à la CPAM la copie de vos bulletins de salaire, hein, donc au début du congé. Donc, soit vous avez un contrat CDI avec des salaires fixes, à ce moment-là, ce sont les 4 derniers bulletins de salaire qui sont à transmettre. Et en cas de travail saisonnier ou intérim, eh bien, il faut remonter sur 12 mois. Alors, à savoir aussi que avant de parler du congé de paternité, je vais parler rapidement de la situation des travailleurs indépendants qui peuvent ouvrir des droits également au congé de maternité. Alors, les conditions, hein, pour pouvoir percevoir des indemnités, c'est d'être affilié en tant que travailleur indépendant pour une durée d'au moins 6 mois, hein, avant le début présumé de grossesse, et de s'engager à cesser toute activité pendant un minimum de 8 semaines, dont 6 après accouchement. Hein, donc, les travailleurs indépendants ont également des droits. Il faut utiliser les imprimés du carnet de maternité qui sont disponibles sur le site amélie.fr. Et ces travailleurs indépendants ou auxiliaires médicaux ont également des droits, hein. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes démarches. Il faut utiliser les imprimés dédiés du carnet de maternité. Et le calcul des indemnités se fait sur les revenus moyens cotisés au cours des 3 dernières années. Donc, il n'y a pas de document à transmettre, hein. L'assurance maladie se met en rapport directement avec la COS. Donc, voilà pour la situation des travailleurs, travailleuses indépendants. Alors, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Les papas ont également des droits. Alors, ce droit est ouvert à l'occasion de la naissance d'un enfant. Donc, il peut être accordé au père de l'enfant, quelle que soit la situation familiale, mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation.
mais aussi à votre conjoint, votre partenaire PACS ou la personne qui vit maritalement avec vous, même s'il n'est pas le père biologique, le parent biologique de l'enfant. Et ce, quel que soit le statut professionnel, salarié ou travailleur indépendant. La durée de ce congé est de 25 jours pour une naissance simple, hein, pour la naissance d'un enfant, qui s'ajoute aux 3 jours employeurs pour les papas travailleurs salariés. En cas de naissance multiple, le droit est de 32 jours. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur le site amélie.fr. Il y a toute une rubrique concernant le congé de paternité et qui vous indique comment procéder pour obtenir votre droit. Ou alors un rendez-vous individuel pour les cas particuliers. Alors, concernant la prise en charge de vos soins et du séjour à la maternité, donc les frais d'accouchement et leur prise en charge peuvent varier selon l'établissement choisi, que ce soit en hôpital ou clinique conventionnée ou clinique non conventionnée. Donc l'assurance maladie prend en charge les honoraires d'accouchement, la péridurale, les frais de séjour et les frais médicaux du bébé, donc à 100% du tarif conventionnel, et ce jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Donc tout ce qui concerne les dépassements d'honoraires, donc chambre particulière, télévision, téléphone, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle, quitte à demander un devis prévisionnel à l'établissement pour pouvoir savoir à l'avance quel sera le complément servi par la mutuelle. Voilà, mais tous les soins, en tout cas, les soins nécessaires sont pris en charge, eux, à 100%. Alors, je vais vous parler également d'un nouveau dispositif qui concerne les femmes enceintes qui résident à plus de 45 minutes d'une maternité. Donc, désormais, vous pouvez bénéficier d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité, et ce, à l'approche du terme de l'accouchement. Et il y a également prise en charge des transports correspondants. Alors, donc ce dispositif s'appelle engagement maternité. Donc, si vous êtes concerné, si vous êtes éloigné de plus de 45 minutes d'une maternité, n'hésitez pas à demander aux professionnels de santé qui a la liste de toutes les communes référencées et qui pourra donc vous diriger pour bénéficier de ce nouveau dispositif. Donc, voilà concernant la prise en charge. Alors, la santé après l'accouchement. Donc, dès la sortie de la maternité, vous pouvez bénéficier de 2 séances de suivi postnatal avec une sage-femme. Donc, ces séances sont prises en charge à 100% jusqu'au 12e jour après accouchement. Il y a également un entretien postnatal qui est réalisé soit par un médecin, soit une sage-femme, donc ce entre la 4e et la 6e semaine après l'accouchement. Donc là, par contre, c'est une prise en charge à 70%. Un examen clinique postnatal réalisé donc soit par un médecin, soit par la sage-femme, et ce dans les 8 semaines après l'accouchement, pris en charge à 100%. Et pour finir, donc des séances de rééducation périnéale et abdominale qui peuvent être assurées soit par une sage-femme, soit par un masseur kinésithérapeute. Ces séances sont prises en charge à 100%. Voilà, donc les prises en charge continuent après l'accouchement. Donc, la santé de mon bébé dans les premiers jours, eh bien, à la maternité, donc juste après la naissance, il y a des vérifications systématiques qui sont réalisées. Elles sont indispensables. Donc, pour vérifier la respiration, la température, les soins du cordon, les bruits cardiaques, le tonus musculaire, coloration de la peau, réflexes, etc. Donc, tout ceci est réalisé directement à la maternité. Il y a également un prélèvement sanguin qui est réalisé au niveau du talon du bébé pour le dépistage néonatal. Et c'est également à la maternité que l'on vous remet le carnet de santé. Voilà, donc tous ces examens réalisés à la maternité sont pris en charge à 100%. Alors, une fois de retour à la maison, vous pouvez bénéficier aussi d'une visite de sage-femme à domicile. Donc pour l'accompagnement dans les premiers gestes, vérifier que tout se passe bien, que l'état de santé du nouveau-né va bien, la maman également. Donc ces visites, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être réalisées par une sage-femme. Elles doivent être anticipées, donc n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme référente. Afin qu'elle puisse assurer ce retour à domicile, cet accompagnement qui permet aussi d'avoir des conseils.
Donc, la première visite est à réaliser pardon, dans les 7 jours suivant le retour de la maternité. Et si le besoin s'en fait sentir, la sage-femme peut proposer aussi d'autres visites. Et donc, ça rentre toujours dans la prise en charge à 100%, hein, toujours jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Alors, comment déclarer la naissance de mon enfant? Donc, la première déclaration est à faire est donc à l'état civil. Généralement, des agents d'état civil se déplacent directement dans les maternités. Donc, ça permet de déclarer son enfant directement dans les locaux de la maternité auprès de l'agent d'état civil. 3 jours après cette déclaration, eh bien, vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant sur votre compte Amélie, en passant par la rubrique Mes démarches. Et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également nous contacter au 36 46. Donc, votre enfant, vous pouvez déclarer la naissance et le faire enregistrer sur les 2 dossiers des 2 parents. Le fait d'avoir son enfant sur les 2 cartes vitales peut faciliter les soins. Hein. Si papa garde l'enfant et doit l'amener chez le médecin, eh bien, s'il est sur la carte vitale, c'est beaucoup plus simple que de devoir emprunter la carte vitale de la maman. Voilà, donc c'est une bonne chose hein, de pouvoir inscrire son enfant sur les 2 cartes vitales. Donc, comme on vous le montre en bas de l'écran, les déclarations de naissance sont également à faire auprès de la caisse d'allocation familiale. Il faut informer également votre mutuelle, les services fiscaux, mais aussi votre employeur. Hein, bien souvent, donc il faut adresser l'acte de naissance de votre enfant à ces différentes structures pour les informer. Donc, je vais vous parler à présent, donc, une petite aparté sur les démarches à réaliser au niveau de la caisse d'allocation familiale. Hein, il est important de déclarer la naissance de son enfant à la CAF afin de bénéficier des aides financières, hein, si vous pouvez y prétendre. Donc, il existe 4 aides des prestations d'accueil du jeune enfant, la PAGE. Donc, il y a la prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare, et le complément de libre choix du mode de garde, le CMG. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site caf.fr, qui permet également de demander un rendez-vous auprès d'un conseiller CAF si besoin. N'hésitez pas. Hein, donc, en concernant les allocations familiales, si vous attendez votre 2e enfant, vous pouvez peut-être prétendre à des droits aux allocations familiales, donc qui sont sous condition de ressources. Dans les situations de famille monoparentale et bénéficiaire du RSA ou de la prime d'activité, le droit peut être majoré. Hein, donc, le site caf.fr dispose également d'un simulateur qui vous permet de voir quels droits peuvent s'ouvrir selon votre situation. Et sachez aussi que si vous avez moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous êtes éligible au RSA sous condition de ressources. Hein, donc, n'hésitez pas à regarder tout cela sur le site caf.fr. Alors, quand dans le cadre de la maternité, il y a également les services de PMI, protection maternelle infantile. Hein, ce sont des services du conseil départemental qui ont des missions de prévention en faveur des enfants et des familles. Donc, ces missions interviennent pendant la grossesse, autour de la naissance, et ce jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, il peut y avoir un suivi à domicile ou alors dans les lieux de consultation hein, proches de chez vous. Donc, les centres médico-sociaux, maisons du département ou du territoire. Donc, les équipes PMI sont principalement composées de sages-femmes, de médecins, d'infirmières puéricultrices, secrétaires médico-sociales et d'agents administratifs. À savoir que ce service public est ouvert à tous et que les soins réalisés dans ces services, hein, dans les centres médicaux, pour ces soins-là, vous n'avez pas d'avance de frais. Et pour les vaccins sont fournis. Donc, les activités de la PMI sont principalement d'informer hein, et de conseiller sur le choix du mode de garde de l'enfant. La PMI est là aussi pour donner les agréments, hein, les formations et le suivi des assistants maternels et aussi contrôler les conditions d'accueil des enfants. Et la PMI est également là pour émettre les avis d'ouverture des établissements d'accueil du jeune enfant.
hein, les crèches, pour assurer le suivi du fonctionnement et surtout contrôler les conditions d'accueil de l'enfant. Donc, si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez les retrouver sur le site www.isère.fr. Nous en avons terminé sur cette partie démarche, hein, droit et démarche de l'assurance maladie pour la maternité. Je passe le relais à ma collègue Isabelle qui va donc vous présenter maintenant tout ce qui concerne la prévention santé. Alors, nous allons maintenant attirer votre attention sur les bons gestes à avoir au quotidien pour votre santé et celle de nos enfants. Alors, il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont présents dans notre environnement au quotidien, dans ce que l'on mange, ce que l'on respire et ce que l'on touche. Ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Donc, il est donc important d'en avoir connaissance et d'y être attentif. Donc, il faut savoir que la santé de votre enfant se construit bien avant sa naissance. Donc, il est donc important de prendre soin de soi à toutes les étapes de la création de la vie jusqu'à la vie d'adulte et à la vieillesse. Actuellement, des recherches sont en cours euh, concernant les conséquences d'une exposition aux perturbateurs endocriniens. Et il faut savoir que ces derniers ont de nombreux effets sur le développement et sur la santé future des individus. Donc, nous trouvons des perturbateurs endocriniens tout autour de nous dans notre vie de tous les jours. Vous en trouvez, alors ils ont tous des noms un peu alambiqués, comme les phtalates, les pesticides, les bisphénols. Ils se trouvent dans l'air intérieur, dans les cosmétiques, dans tous les produits d'entretien, d'ustensiles de cuisine et dans les emballages alimentaires principalement. Donc, nous allons étudier notre exposition aux perturbateurs endocriniens ainsi que les différents moyens de prévention que nous pouvons mettre en place. Donc, tout d'abord, nous allons regarder comment nous pouvons ingérer ces perturbateurs. Donc, vous pouvez prendre connaissance sur le site PMI de l'Isère du département du programme Malin. Donc, ce programme vous explique les initiatives locales, vous indique les producteurs locaux afin que vous puissiez avoir à disposition des produits frais, de préférence, de saison, locales, pour que vous puissiez préparer vous-même des plats maison avec une alimentation biologique. De préférence, nous vous conseillons donc bien évidemment de limiter l'utilisation des plastiques. Et il faut savoir que dans l'alimentation transformée, il y a beaucoup d'additifs et de colorants. C'est pour ça qu'il est préférable de cuisiner soi-même. Si néanmoins vous êtes amené à acheter des produits, faites attention à ce que la liste des conservateurs et des colorants soit la plus réduite possible. Pour vous aider, il y a une application qui sera à votre disposition sur les téléphones portables qui s'appelle Yuka. Cette application est agrémentée par des utilisateurs comme vous et moi et vous donnera des indications sur la valeur de chaque produit. Donc, en résumé, on privilégie la porcelaine, l'inox, les biberons et les pots en verre pour votre enfant, mais pour vous également. Donc, un petit résumé des différentes diapositives. Donc, privilégier les bocaux en verre, l'inox, la fonte, la céramique, le bois pour les spatules, au détriment des matériaux plastiques, surtout pour la cuisson et la conservation des aliments. On évite un maximum de réchauffer les plats dans des contenants en plastique. On cuisine au maximum le plus possible des produits bruts et de saison, à biologique si possible. Et si ce n'est pas le cas, on pense bien à laver et à éplucher les légumes et les fruits que l'on va consommer. On évite donc les produits transformés ou ultra transformés et on préfère les poissons de plus petite espèce qui sont moins sujets à la pollution. Une autre voie de contamination, c'est le contact. Alors, afin de limiter
au maximum le contact de votre enfant aux perturbateurs endocriniens, nous vous conseillons d'éviter ou de limiter les colorations capillaires, les parfums, les vernis à ongles, les produits non rincés et toute application sur peau lésée. Nous vous invitons à privilégier les produits d'ingrédients à liste courte et les labels de confiance que vous trouvez ci-dessous. Il existe également une application qui s'appelle Insiboti qui vous aidera dans le choix de vos cosmétiques. En ce qui concerne les textiles, surtout, toujours bien laver les textiles avant une première utilisation et rechercher de préférence les labels de confiance comme les éco-verts et les écolabels. En ce qui concerne votre enfant, un nourrisson n'a pas besoin de parfum. Il sent bon, il sentira toujours bon pour sa maman et son papa. En ce qui concerne le nettoyage des parties intimes, on évite les lingettes et autres produits non rincés. On utilise de l'eau et du savon et on pense bien à sécher l'enfant pour éviter toutes les irritations. Si néanmoins, malgré tous ces points de vigilance, avec les couches, il devait avoir des irritations, vous pouvez utiliser du liniment oléo-calcaire. Enfin, pour les couches, on va privilégier des couches sans parfum ni lotion ajoutée et toujours le label de confiance. Si vraiment vous êtes vraiment motivé, vous pouvez toujours acheter des couches lavables. La dernière voie d'exposition, c'est l'inhalation. Alors, soyez attentifs à sélectionner les labels ci-dessous. Quant aux pictogrammes, s'ils sont présents sur les produits utilisés, nous vous invitons à une vigilance particulière. Utilisez de préférence les produits les plus simples possibles, comme le vinaigre blanc. Il faut se défaire de l'idée qu'une maison est propre parce qu'elle sent bon. Le propre, en effet, n'a pas d'odeur. Bien que le vinaigre blanc soit un petit peu fort, néanmoins, il reste le plus utile dans ces cas-là. Alors, pour éviter la pollution intérieure, quelques petits conseils. On essaie au maximum d'éviter ou de limiter l'usage des huiles essentielles, des parfums d'ambiance, de la cigarette et des combustions, des bois agglomérés, des matières composites qui contiennent colle, solvant, vernis et revêtements de sol en PVC qui peuvent contenir des phtalates. On privilégie une aération au moins 10 minutes par jour, si possible 2 fois par jour en toute saison. Les produits à faible émission d'air à l'intérieur sont répertoriés avec des vignettes, A+ étant le produit à privilégier. Vous pouvez mettre des moustiquaires si nécessaire. Enfin, dans la mesure du possible, on fait appel au conjoint, à la famille ou aux amis pour faire les travaux avant l'arrivée de bébé. Dans la mesure du possible, on les réalise 3 mois avant que le bébé soit là. Si ce n'est pas possible, on pense bien à aérer pendant et après les travaux. On utilise de la peinture à l'eau, labellisée A+, et on choisit un sol naturel, tel que le carrelage ou le bois massif. En ce qui concerne le mobilier que vous allez mettre dans la chambre de l'enfant, vous pouvez tout à fait vous équiper en occasion, comme ça le matériel aura déjà été aéré. Mais surtout, si vous achetez du mobilier neuf, bien pensez à l'aérer au moins 4 semaines avant l'installation dans la chambre de l'enfant. Ces mesures sont également valables pour les jouets. On n'y pense pas forcément, mais toujours bien penser à les laver et à les aérer avant de les mettre à disposition de l'enfant. Un petit focus sur ces derniers, donc les jouets qui combinent, eux, les 3 expositions. Donc, dans la mesure du possible, quand on achète un jouet à son enfant, on le déballe avant de l'offrir à l'enfant. Quelques semaines avant, on le lave et on limite au maximum les jouets en PVC. Si vous achetez des jouets de seconde main, faites attention à ce qu'ils datent bien d'après 2005. Donc, privilégiez les jouets plutôt de qualité plutôt que la quantité.
On essaie d'acheter des matériaux durables comme le bois non traité, des textiles naturels sans vernis ni colle, et on évite au maximum le plastique. Attention aux produits publicitaires comme les poupées et jouets parfumés qui sont moins réglementés. Dans tous les cas, attention, l'enfant va mettre beaucoup de choses à la bouche. On essaie au maximum de limiter les jouets en plastique. On aère et on lave les jouets. En résumé, on peut commencer par des choses simples. En effet, il faut savoir que chaque petit geste compte et a son importance. Donc, nous avons recensé quelques gestes et habitudes quotidiennes simples dans les deux prochaines diapositives. On pourra retenir l'aération de la maison, privilégier la cuisson de plats faits maison, utiliser du verre plutôt que du plastique, acheter des cosmétiques à liste courte et surtout bien laver les textiles et les jouets. Donc, ces gestes ne sont pas forcément coûteux. Sachez que pour le ménage, par exemple, le vinaigre blanc, pardon, coûte moins d'1 € le litre. Donc, il y a des petits gestes comme ça que vous pouvez essayer de mettre en application. Alors, bien évidemment, tout ça, il ne s'agit que de préconisations, donc je vous laisse en prendre connaissance. C'est un bilan récapitulatif des dernières slides. Vous avez deux sites qui sont mis à votre disposition, les 1000 premiers jours et lapa.asso.fr, qui mettent à votre disposition donc des guides illustrés concernant les modalités de limitation d'exposition aux perturbateurs endocriniens, tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien tous les jours. Si vous avez le temps et l'envie, je vous laisse aller en prendre connaissance.